Vous êtes sur Télé Sud, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Mercredi 22 février à la une. Au Sénégal, l'élection ne peut pas se tenir dans des conditions normales au vu de la situation quasi insurrectionnelle selon Ibrahima Fall. Pour en parler dans ce journal, Bakary Touré, coordonnateur national du mouvement citoyen Feké Massi Bolé, qui a pour leader Youssou N'Dour, blessé ce mardi au cours des violences. En Syrie, après les manifestants puis les déserteurs de l'armée, les journalistes semblent être devenus la dernière cible du président Bachar al-Assad. 2 reporters occidentaux ont été tués ce matin. Et puis 47 millions de francs CFA, c'est le montant offert par la fondation Bank of Africa à l'USAID pour soutenir son programme d'éducation au Mali. Nous y revenons dans un instant. Mais avant, ouvrons avec le Sénégal. Après Cheikh Bamba Dièye, c'est le candidat Ibrahima Fall qui réclame le report de la présidentielle, convaincu que l'élection ne peut se tenir dans une situation quasi insurrectionnelle. Christina Okello. La tension monte au Sénégal à 4 jours de la présidentielle. De nouvelles violences ont encore opposé forces de l'ordre et des jeunes, rassemblés mardi pour exiger le retrait de la candidature d'Abdoulaye Wade. Le climat d'insécurité incite certains opposants à demander le report du scrutin. La situation est quasi insurrectionnelle. L'insécurité est généralisée et les conditions ne sont pas réunies. Dans ces conditions-là, je crois que si on veut sauvegarder la paix, il faut nécessairement un report du scrutin. Faut-il reporter le scrutin? L'idée ne fait pas l'unanimité au sein du mouvement M23, mouvement opposé à Abdoulaye Wade. Mercredi, 7 de ses membres ont dû comparaître devant la justice pour leur participation à une manifestation interdite. Depuis une semaine, ils appellent à manifester, des manifestations chaque fois interdites par la police. C'était lors des échauffourées avec des policiers que le chanteur Youssou N'Dour a été légèrement blessé. Aujourd'hui, je crois que depuis quelques jours, la population sénégalaise, dans tous ses compartiments, géographiquement, lui a montré qu'ils ne veulent plus de ce 3e mandat. Ce qui se passe, c'est que des candidats qui ont été validés officiellement ne peuvent pas sillonner les rues de Dakar, n'ont pas le droit de faire campagne un peu partout. Pour tenter d'apaiser les tensions, l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo est arrivé mardi à Dakar. On lui évoque déjà un rôle de médiateur dans la crise. Olusegun Obasanjo qui sera donc chargé d'encadrer une mission des observateurs de l'Union africaine à la présidentielle. Je vous propose justement de l'écouter. Notre mandat est un mandat d'observation des élections. Mais à cause de la situation qui prévaut sur le terrain, nous ne ferons pas d'observation sans tenir compte de cette situation. Nous ferons les choses de manière proactive et essayerons d'éviter ce qui est évitable. Nous nous engageons à le faire. Vous l'aurez compris, donc de nouvelles violences se sont produites ce mardi dans la soirée à Dakar entre policiers et opposants rassemblés notamment autour de Youssou N'Dour, leader du mouvement citoyen Feké Massi Bolé, qui a été blessé à la jambe. Et pour en parler sur ce plateau, Bakary Touré, coordonnateur national du mouvement. Monsieur Bakary Touré, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors comment va Youssou N'Dour? Avez-vous eu des nouvelles? Oui, nous avons pu parler à Youssou dès hier soir après ces événements. Youssou se porte bien. Il a juste eu, il dit de dire aux populations, au monde entier, que lui se porte bien, que le sort des Sénégalais, ce qu'ils vivent, est encore plus important et plus dramatique que ce qui lui arrive personnellement. Alors dites-nous exactement ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'était dans la cohue. Je crois certainement que lui, il a certainement eu une entorse, quelque chose comme ça, mais il a un petit bobo, s'il faut l'appeler comme ça. Et encore, il faut le redire, Youssou dit que son sort est insignifiant par rapport au grave danger, aux morts, aux disparitions et à la torture que sont en train de subir en ce moment-là les Sénégalais. Un incident qui ne risque pas donc de décourager la mobilisation qui reste forte? Loin de là, parce que comme a dit Youssou, aujourd'hui l'engagement des Sénégalais va au-delà de les personnes. C'est-à-dire 1, 2 ou 3 personnes ne valent pas plus que le peuple sénégalais. C'est une souffrance qui a été contenue pendant longtemps. Et personne n'avait jamais imaginé, ne serait-ce qu'un instant, que les Sénégalais un jour seraient prêts
à aller à ce sacrifice suprême. C'est le message qu'il faut retenir de ça, que quoi qu'il arrive, un mort, 2 morts, 3 morts, n'arrêtera pas le peuple sénégalais. Aujourd'hui, on est déterminé à ce que Wade parte, qui nous rende le pays qu'on lui a confié dans la paix en 2000, et ce pays qu'il veut confisquer juste pour faire plaisir à sa bande de courtisans, dirigée par son fils Karim. Parce qu'il faut comprendre que tout ce que Wade fait, il ne fait plus pour lui. Wade, en un moment, on dit même que c'est l'otage de son système. Wade ne sait plus ce qui se passe dans ce pays. Depuis longtemps, c'est son fils Karim et sa bande qui, pour des questions de pré-bande, parce qu'ils ont mis la main sur tout ce que le Sénégal possède, pour ne pas perdre ça et ne pas avoir à rendre un jour compte au peuple sénégalais, qui sont déterminés à y laisser leur vie. Mais parce ils pensaient que 1 mort, 2 morts, 3 morts, puisque les Sénégalais ne sont pas habitués à ça, on va revenir et les laisser faire. Et cette fois-ci, c'est impossible parce qu'ils ont dépassé la ligne rouge. Alors également dans cette actualité, la comparution des membres du mouvement de jeunes Sénégalais, Y en a marre, c'était ce mercredi à Dakar. Ils ont plaidé non coupables pour la participation à une manifestation interdite. Le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis et le jugement a été mis en délibéré au 27 février. Avez-vous foi en la justice sénégalaise aujourd'hui ? La justice sénégalaise, depuis fort longtemps, pratiquement depuis l'arrivée d'Abdoulaye Wade, elle s'est mise à genoux. Elle s'est fait le complice de tout ce qu'Abdoulaye Wade a voulu faire. Ça a commencé avec les journalistes. Ensuite, c'est passé parce que tous ceux qui se mettent dans une position de dénonciation sont les ennemis d'Abdoulaye Wade. Et Abdoulaye Wade a trouvé en la police et en la justice les bras séculiers pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. Donc cette justice-là, parce que tout ce qui arrive au Sénégal aujourd'hui, c'est en quelque sorte aussi la faute des auxiliaires de justice. C'est ce qui devait rendre, c'est ce qui devait dire ce que dit la loi. En fait, c'est eux qui ont failli. C'est eux qui sont complices, les complices de Wade dans ce système-là. C'est pourquoi on est à ce point. On n'a nullement confiance en la justice sénégalaise parce que depuis longtemps, elle s'est rangée du côté des princes régnants. Et vous y croyez, vous, à la mission d'observation menée par le président nigérian ? Moi, je crois que c'est une mission pipée d'avance. Elle ne peut pas réussir. Parce que, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'il dit Obasanjo? Nous sommes venus pour observer des élections. Et le peuple sénégalais souverain a dit qu'il n'y aura pas d'élection avec Abdoulaye Wade. C'est ce qui battent campagne, c'est ce qui ont accepté dès le début de battre campagne avec Abdoulaye Wade. Ils sont restés conscients. On va aller en campagne, mais sans Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, la réalité est qu'Abdoulaye Wade est candidat. Et qu'on continue. Aujourd'hui, l'élection, c'est quoi? C'est dans 5 jours, 4 jours. Abdoulaye Wade ne se retire pas. Et s'il se retirait aujourd'hui, il n'a pas un candidat au niveau du PDS pour le représenter. Ce qui serait bien, c'est même non pas le report, mais remettre tout ça à plat. Parce que pour nous, nous vivons une période de transition. Accepter d'aller à cette transition, recommencer tout le processus électoral, rappeler tout le processus électoral, le recommencer à zéro. Et en ce moment-là, repartir à des élections où le PDS, le parti du président Abdoulaye Wade, va désigner un candidat qui ne sera pas Abdoulaye Wade. Parce qu'Abdoulaye Wade, c'est la constitution sénégalaise que lui-même a instaurée, qui lui interdit d'être candidat. Donc, à partir de ce moment-là, oui, on peut aller à une élection. La constitution qui le mandatait pour deux mandats de suite et non un 3e mandat, non comme il veut briguer aujourd'hui. Et lui, Abdoulaye Wade même, jusqu'en 2005, avait clairement dit que la constitution sénégalaise ne me permet que d'avoir 2 mandats. Au terme de ce 2e mandat qui est fini en 2012, je vais me retirer. Mais entre-temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque chose s'est cassé en 2009. Parce qu'Abdoulaye Wade, dans sa tête, il a pensé un moment qu'il était possible de mettre son fils Karim Wade à sa place. Et vers la fin 2004-2005, on était en ce qu'on a appelé au Sénégal la dualité. C'est-à-dire qu'il y avait un premier ministre qui était considéré comme le fils putatif d'Abdoulaye Wade, qui avait tous les pouvoirs, qui s'appelait Idrissa Seck. Il y a eu un clash, parce qu'à un moment, la maman, l'épouse d'Abdoulaye Wade, avait pensé que seul le fils biologique était apte à défendre les intérêts du père et certainement à lui construire un monument, à mettre du blanc sur tous les crimes qu'Abdoulaye Wade a commis. Il a un fils qui s'appelle Karim Wade, qui était il l'a appelé un financier qu'on appelle à Londres, qu'il a fait appeler à ses côtés. Et en temps, les 2 fils, le fils putatif et le fils biologique, sont entrés en conflit. Donc, ils ont pris fait et coûte pour le fils biologique, d'où le problème. Je suis obligée de vous couper parce que malheureusement, on a des contraintes de temps. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous voulez aller au-delà du report vers une phase de transition. Il faut tout remettre à plat, aller à une phase de transition. Il ne peut pas y avoir d'élection dans ces conditions où tous les jours, les Sénégalais meurent dans la rue. On n'a jamais connu ça. Bakary Touré, merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du mouvement citoyen Feké Massi Bolé, qui a
pour leader donc Youssou N'Dour. Et vous êtes également l'auteur de ce livre Triomphe de l'imposture aux éditions Edilivre. Merci beaucoup. Merci. Et toujours sur la question des violences préélectorales au Sénégal, une plateforme de veille des femmes a été mise en place par un groupe d'organisations féminines sénégalaises et d'associations de femmes de pays voisins pour amener la paix et faire cesser les violences. Lalassie. Des femmes se sont regroupées sous la bannière de la plateforme de veille des femmes pour des élections apaisées au Sénégal afin d'appeler les candidats à la présidentielle du 26 février au dialogue et à ramener la paix. Si le conflit devait éclater, et ce que je ne demande pas du tout au Sénégal que ça arrive, parce que c'est le havre de paix, le Sénégal. Je ne veux même pas imaginer que nous rentrons dans un conflit violent, armé. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un conflit armé, pour le moment, ça ne l'est pas. C'est des tensions qui sont par-ci, par-là, qu'il faut maîtriser et amener les personnes au dialogue. La conférence de presse a été co-animée par les responsables de l'ONG Femmes Africa Solidarité et de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour ces femmes de délivrer un message de paix à l'endroit du peuple sénégalais, des jeunes manifestants et de toute la classe politique. Et nous, c'est la gente féminine qui nous intéresse le plus. Quand il y a des conflits et des dégâts, comme ce qui s'est passé hier, quelle est la femme qui va sortir pour aller voter? Même si c'est nous, c'est nos enfants qui vont nous dire non, maman, tu ne vas pas sortir aller voter. Si c'est les filles, la maman va s'interposer, ainsi de suite. Donc, nous pensons qu'il n'y a que dans la paix qu'on peut construire quelque chose de positif. D'autres femmes leaders sont venues du Libéria et de Sierra Leone pour soutenir les Sénégalaises dans la recherche de solutions pour la paix. Elles sont venues apporter leur expertise en matière de gestion de conflits. Le Sénégal représente plus que nous tous réunis. Il représente plus que le président sortant ou celui à venir. Vous devez essayer de mettre le Sénégal au-dessus de tout. La plateforme a prévu dans son agenda de rencontrer tous les candidats pour discuter avec eux et les sensibiliser sur la situation du pays. Dans le reste de l'actualité, en Syrie, malgré les appels à une pause humanitaire, les forces de Bachar al-Assad continuent à tirer sur les opposants. Parmi les 80 nouveaux civils tués ce mercredi, 2 journalistes, le français Rémi Olchik et la journaliste américaine Marie Colvin, qui travaillait pour le Sunday Times. Précision, Patricia Dreline. Selon un témoin, un obus a touché le centre de presse de militants opposés au régime de Bachar al-Assad, où se trouvaient le photojournaliste français Rémi Olchik, 28 ans, et l'américaine Marie Colvin, 56 ans, journaliste au quotidien britannique Sunday Times. Des roquettes les ont ensuite touchés alors qu'ils tentaient d'échapper au bombardement. Plusieurs autres journalistes, parmi lesquels une journaliste du Figaro, ont été blessés grièvement dans le même bombardement. Lauréat du World Press Photo, Rémi Olchik, qui couvrait régulièrement des conflits, était retourné seul en fin de semaine dernière en Syrie. Dans un mail adressé à son rédacteur en chef photo du magazine Paris Match, Rémi Olchik avait décrit la situation à Homs, une situation incroyablement tendue et désespérée. Ces décès surviennent moins de 2 mois après la mort du grand reporter français Gilles Jacquier, le 11 janvier dernier à Homs. Ce journaliste de France Télévisions a été le premier journaliste occidental tué en Syrie depuis le début de la révolte populaire contre le régime de Bachar al-Assad. Plus de 7600 personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans les violences depuis l'éclatement de la révolte. Les appels se sont faits très pressants hier, notamment du Comité international de la Croix-Rouge, pour acheminer au plus vite de l'aide humanitaire en Syrie. Manque de vivres et d'aide médicale. Malgré les appels à une pause humanitaire, le régime de Bachar al-Assad refuse de reconnaître l'ampleur du soulèvement et attribue les violences à des groupes terroristes soutenus par l'étranger. Dans l'actualité également, les dirigeants des grandes puissances mondiales se retrouvent à Londres ce jeudi pour tenter de ramener la paix en Somalie, pays en guerre civile depuis plus de 20 ans. Les autorités kenyanes ont déclaré que l'incursion militaire du Kenya en Somalie avait été un succès, que les troupes continuaient à progresser sur le territoire somalien à la poursuite des activistes d'Al-Shabaab. Lors de la conférence internationale, le Kenya tentera d'obtenir des soutiens à une intégration de ses troupes dans la force de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM. Les femmes et la politique ne font pas forcément bon ménage au Congo. C'est pourquoi des Congolaises engagées ont organisé un séminaire intitulé « Femmes et élections » en vue de dénicher les raisons de leur faible représentation dans les instances de décision et les moyens d'y remédier. Correspondance Elsa Idombe.
À l'issue des élections législatives de 2011, il se dégage un constat pour ceux qui s'intéressent à la politique congolaise. Les femmes n'ont participé à ces scrutins qu'à hauteur de 20%, alors qu'elles constituent 60% du corps électoral. À la publication des résultats, seuls 8,6%, soit 42 femmes sur 500 députés, sont élues, malgré toute capacité reconnue à la junte féminine. Grâce à ces travaux de terrain, l'AWEPA, qui pense déjà aux législatives provinciales, sensibilise les femmes sur les différents obstacles qui freinent et empêchent leur participation active aux instances de décision. Ce sont notamment le manque d'accompagnement, de préparation, de renforcement de capacités et le refus de femmes à donner leur voix à d'autres femmes. Conscientes de la faible représentation de la femme congolaise aux instances de décision, ces femmes exhortent leurs sœurs à tenir compte des obstacles énumérés pour permettre aux femmes congolaises de participer massivement aux échéances à venir, d'abord comme électrices, mais aussi comme candidates. Nous avons senti au niveau des femmes un certain découragement. Il était donc important de sortir de ce découragement-là et voir positivement l'avenir. Il y a eu des faiblesses au niveau organisationnel, mais nous, ce que nous voulons, ce n'est pas se limiter au niveau de ces faiblesses, mais de voir comment corriger ces faiblesses de manière à ce qu'à l'avenir, il y ait beaucoup plus de femmes élues au niveau provincial, au niveau municipal, au niveau local. À travers ces plaidoyers, l'Association de parlementaires européens pour l'Afrique, AWEPA, entend redynamiser et sensibiliser les femmes à prendre conscience du rôle qu'elles peuvent jouer pour faire avancer le pays. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. C'est dans cette perspective que le ministre congolais du Travail, Florent Tshibah, a remis à l'État 4 malles contenant des archives retraçant l'histoire du Congo-Brazzaville. Boris Agapit. Des papiers jaunis par l'usure du temps, mais dont le contenu n'a rien perdu de leur caractère solennel malgré des décennies. Des collections reliées, des livraisons de l'hebdo et Tumba, du quotidien Moueti au dossier de la première conférence nationale tenue du 2 au 4 août 1972, en passant par la brochure regroupant tous les discours et communiqués finaux des sessions du comité central tenues le 3 avril 1969 et le 31 août 1981, tout y est rangé dans ces 4 malles. Un trésor, une mémoire que Florent Tshibah a patiemment rassemblée et sauvée de l'oubli et qu'il lègue à l'État congolais et aux générations futures. La mémoire collective, loin d'être un vague reflet d'événements évanouis, est en réalité un acte qui influence le présent et permet de construire l'avenir. Les raisons peuvent gouverner le présent, mais la raison règne sur les territoires infinis de l'histoire et finit toujours par rattraper les uns et attraper les autres. La reconstitution des archives nationales est un acte de salut public qui doit interpeller chaque citoyen. Firmé Ayessa en est convaincu. L'histoire vaut par les faits, par les œuvres, par les archives qui conservent les souvenirs collectifs. Une nation qui n'a pas d'archives est une nation qui est portée vers l'oubli de son histoire, vers la perte de son âme. Ces archives mises à la disposition de l'État congolais participent à la reconstitution de l'histoire du Congo-Brazzaville. 47 millions de francs CFA pour l'éducation au Mali, c'est ce qu'a offert la fondation Bank of Africa à l'agence américaine d'aide au développement USAID, un partenariat pour soutenir son programme d'appui au renforcement de l'éducation. Sur place, Nianyan Aliou Traoré. À travers ce chèque de 47 millions de francs CFA de la Fondation Bank of Africa, c'est plus de 1000 kits scolaires qui seront distribués dans toutes les régions du Mali. Un véritable coup de fouet en général à l'éducation nationale, mais en particulier au programme harmonisé d'appui au renforcement de l'éducation phare de l'USAID. Pour réussir un système éducatif performant, la geste de la Fondation Bank of Africa s'inscrit dans une dynamique partenariale qui va marquer de son sceau tous les efforts du ministère de l'Éducation dans ses missions. Il y a moins de donateurs privés comme ça qui s'engagent dans les outils. Donc je m'en réjouis vraiment et ils sont à féliciter. Le phare, c'est l'amélioration de l'apprentissage de la lecture dans toutes les écoles du Mali.
Pour ce faire, les activités du programme sont axées, entre autres, sur la formation initiale et continue des maîtres et sur la production de matériel didactique pour les élèves et les enseignants. Des projets qui ont suscité la motivation du donateur. Nous avons trouvé là un certain nombre de préoccupations qui recoupent les nôtres et c'est pour ça que nous avons donné notre accord pour signer une convention de partenariat avec elle. Nous plaçons ce partenariat-là sous le signe d'une coopération dynamique, d'une coopération innovante. À titre de rappel, le phare intervient au Mali depuis 2008. Son but est d'accompagner les efforts du gouvernement dans son combat contre l'analphabétisme, surtout dans les localités éloignées du Mali. À la recherche d'eau potable au Bénin, plusieurs centaines d'habitants continuent de boire l'eau saumâtre des puits dans la commune de Semekpodji. Le cri du désespoir de la population a donc finalement fini par payer. Maxime Benou. L'eau, source de vie, doit être claire, limpide et inodore. Mais à quelques encablures de Porto-Novo, la capitale du Bénin, l'eau est plutôt source de problèmes. C'est à Kétomé, dans l'arrondissement de Djirégbé, commune de Semekpodji. Malgré son aspect douteux, l'eau sert ici de boisson et à tout faire pour les quelques 500 habitants de Kétomé. N'en pouvant plus, les populations ont lancé un cri d'alarme. Tous les jours, c'est moi de vendre. Il n'est pas électrique, il n'est pas rien. Un SOS auquel les autorités locales, départementales et au sommet de l'État ont répondu promptement. Aujourd'hui, vous êtes en train de toucher du doigt les réalités de la décentralisation. Il a fallu que vous lancez un cri de détresse et vos autorités, ceux qui vous administrent, se sont mis en branle pour chercher des solutions appropriées à vos problèmes. Vous voyez, les trous sont en train d'être faits. Et sous peu, vous aurez l'eau courante. Nous sommes venus avec le directeur départemental de l'énergie et de l'eau, le maire de la commune de Semekpodji et tous ses collaborateurs. Nous sommes venus vous rassurer que d'ici quelques semaines, vous aurez l'eau potable ici à Kétomé. Comme des Saint-Thomas, la population de Kétomé constate l'effectivité des travaux de la Société nationale de l'eau, SONEB, qui vont leur permettre d'avoir de l'eau potable très bientôt. De quoi exprimer sa satisfaction. Et l'on se quitte avec ce paradoxe au Niger, pays qui a le plus important cheptel de la sous-région, ce qui fait de lui un grand exportateur d'une viande de qualité. Mais problème, l'hygiène ne suit pas toujours dans la chaîne de distribution. À Niamey, Pascal Janot, Ali Tondi Mokhtar. Situé en plein cœur du Sahel, le Niger est un grand pays d'élevage par excellence. C'est d'ailleurs l'une des principales mamelles de l'économie du pays. L'importance de son cheptel fait du Niger un grand exportateur de viande et son peuple grand consommateur. Pour la seule ville de Niamey, ce sont plus de 2000 têtes de bétail qui sont abattues à l'abattoir frigorifique de Niamey, un abattoir d'une capacité de 16 tonnes par jour et qui se retrouve avec plus de 100 tonnes de viande par jour. Mais ce qui constitue la principale préoccupation des Nigériens aujourd'hui, ce sont les conditions de traitement de la viande et sa distribution sur les différents marchés de la capitale. Des conditions d'hygiène qui laissent à désirer et qui inquiètent les populations nigériennes. La viande à l'air libre, sans mesure de protection efficace, cela suppose que la viande sera polluée avant sa destination. On a beaucoup parlé de ça, mais jusqu'à présent, on constate que les bouchers continuent à transporter les carcasses de viande sur les motos ou bien sur les toits des taxis, alors que cela n'est pas sans conséquence sur la santé de la population. Préoccupation partagée par le président de l'Association des consommateurs du Niger qui appelle au respect des normes qui régissent le secteur de la production de viande. Un produit d'origine animale après abattage doit être transporté dans une chaîne de froid. Donc un camion avec chaîne de froid. Normalement, c'est comme ça que ça doit faire. Les bouchers doivent avoir un mécanisme de conservation. Depuis plus de 10 ans, les travailleurs du secteur de la viande réclament la construction d'un nouvel abattoir répondant à toutes les exigences qu'impose la profession. Engagement a été pris par les différents régimes qui se sont succédés, mais le projet tarde à voir le jour. La modernisation ne suit pas le développement du secteur, ce qui amène certains consommateurs à s'intéresser à la viande importée
dont l'origine et la qualité restent tout de même douteuses. Et c'est ainsi que s'achève cette édition, mais avant un dernier rappel des titres. Au Sénégal, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a réaffirmé ce mercredi qu'il est à Dakar dans le cadre d'une mission d'observation et de prévention de la paix, alors que certains candidats demandent le report du scrutin. Et cette révélation du quotidien anglaise Telegraph, Rémi Hochlik et Marie Colvin, les deux journalistes occidentaux tués ce mercredi en Syrie à Homs, dans le bombardement de leur centre de presse, auraient été délibérément visés par le régime de Bachar al-Assad. Et enfin, 47 millions de francs CFA ont été offerts par la Fondation Bank of Africa à l'USAID pour soutenir son programme d'appui au renforcement de l'éducation. Voilà, fin de ce journal. Dans quelques instants, la suite de vos programmes. Restez donc avec nous sur Télé Sud. Demain, retrouvez Patricia Dreline. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée.